Merci. D'abord, un très grand merci aux organisateurs, à Madame Palais-Vincent, à Pierre Joannet, de cette invitation, de leur merveilleuse hospitalité. Et puis, merci d'avoir eu l'idée un peu incongrue d'inviter un étranger dans ce cénacle. Je dois vous avouer que vous avez invité un faux étranger parce que je suis double national français et suisse, mais il est vrai que j'habite et que je travaille en Suisse et que du coup j'ai peut-être un regard parfois un peu exotique sur ces questions. Alors mon commentaire est évidemment très limité aussi. Il va d'ailleurs poursuivre un petit peu dans la lignée que Hervé Schneeweiss a commencé en évoquant Foucault et ce changement de paradigme autour du biopouvoir. Et ce qui m'a frappé, au fond, surtout dans les deux premières séances de cette série de colloques, c'est que sur deux questions importantes, prochaine diapositive, il me semble que le droit est en train de devenir plus créatif et moins attaché, au fond, à traduire de manière littérale des définitions naturalistes, soit d'une réalité biologique, développementale, soit d'un certain nombre de procédés d'assistance médicale à la procréation. C'est pourquoi je vais parler successivement de l'évolution de ce qui me semble être le regard plus différencié, peut-être un peu plus distant aussi, du droit sur le statut de l'embryon et du fœtus, premièrement, et puis de ce développement, au fond, ce passage, s'agissant du statut même de l'assistance médicale à la procréation, d'un modèle thérapeutique à ce que j'appelle de façon un peu provocatrice, un modèle transhumaniste. Je m'expliquerai dans un instant sur le sens que je donne à ce terme. Alors, le statut de l'embryon, prochaine diapositive, dans de nombreux débats bioéthiques conduits de façon classique, c'est par excellence la question qui fâche. Il y a des opinions très carrées sur cette question. L'embryon est une personne, point d'exclamation, ou pas du tout. Il y a de la rhétorique, il y a de l'instrumentalisation politique. En fait, prochaine diapositive, je pense que le statut de l'embryon, c'est une question qui est insoluble en général, mais peut-être un petit peu soluble dans le détail. En effet, telle qu'elle est généralement présente dans les débats bioéthiques, elle résulte d'une espèce de porridge assez indigeste où il y a des morceaux de biologie, des morceaux plus gros de biologie fantasmée, il y a de la métaphysique, des concepts très abstraits, il y a pas mal de malentendus sémantiques et conceptuels autour de la notion de vie, d'être humain, d'individu, de personne. Il y a des enjeux religieux, bien entendu, et puis, pourquoi ne pas le dire, il y a pas mal d'anxiété un peu moralisatrice autour de la sexualité et de l'avortement. Alors, des problèmes sémantiques, prochaine diapositive, bien sûr, souvent, on résume ce débat autour d'une question qui serait quand la vie commence-t-elle? Et comme disait François Jacob, la vie ne commence pas, elle continue. Après tout, le spermatozoïde et l'ovule qui se réunissent dans la fécondation ne sont pas moins vivants que le zygote auquel ils donnent naissance. Et puis, on essaie de tirer des conclusions de l'affirmation, l'embryon, au premier stade, est un être humain. Alors bien sûr, l'embryon qui nous intéresse relève de l'espèce humaine et pas de l'espèce huître ou de l'espèce peuplier. Mais en fait, quand on dit que c'est un être humain, c'est un simple prédicat taxinomique qu'on utilise qui n'a pas d'implication éthique automatique, du moins. Alors, bien sûr, tout ceci a une très longue histoire. Toutes ces perplexités autour du développement humain, qui a été très longtemps caché au regard, a inspiré les naturalistes, les théologiens, les philosophes. Et la diapositive suivante montre, au fond, une conception qui a longtemps été dominante et qui
d'une manière un peu paradoxale, est encore d'actualité, je dirais, ou est de nouveau d'actualité. C'est cette conception dite de l'animation médiate qui avait cours dans la théologie européenne du XIIIe siècle. Cette enluminure date de cette époque, et ici vous voyez en fait une espèce d'échographie avant la lettre. Vous voyez un fœtus par transparence dans le ventre de cette femme. Et puis le grand carré qui est au-dessus, c'est la puissance divine qui est en train d'insuffler une âme rationnelle dans ce fœtus qui est, pour utiliser la terminologie de l'époque, suffisamment formé. Donc on a cette idée que l'accession à l'humanité pleine et entière du fœtus est un processus graduel et que ce qui précède cette étape d'intervention divine directe, en quelque sorte, c'est au fond quelque chose d'assez mystérieux, mais qui relève un peu du physico-chimique. Et c'est aussi d'ailleurs commenté dans cette image, c'est une partie de cette image qui est très connue, qui est moins souvent commentée, ce sont les personnages qui sont en arrière-fond. Vous voyez qu'ils tiennent des récipients avec des boules blanches dedans, c'est du fromage. Et le texte explique que la conception, c'est comme la fabrication du fromage. C'est de la coagulation de substances. C'est une espèce de chose biochimique. Avec quand même la possibilité d'une intervention surnaturelle. Vous voyez qu'il y a un petit diablotin tout au fond qui est en train d'instiller le champignon vénéneux du péché originel dans le processus. Alors, c'est vrai qu'au fil des siècles, ceci a changé, et à partir du XVIIe siècle, des thèses préformationnistes apparaissent, et ces thèses au XXe siècle ont une seconde jeunesse, si je puis dire, parce que il y a la montée en puissance d'un modèle qui voudrait que tout se joue à la fécondation. En effet, à ce moment-là, on réalise que la fécondation, c'est la naissance d'un nouveau génome diploïde à partir des génomes haploïdes des deux gamètes. Et il y a tout un travail de représentation et de métaphorisation sur ce phénomène biologique qui finit par en faire le début de la personne humaine. Tout ceci est intéressant à analyser. Ça a été beaucoup, activé, si je puis dire, par le langage de la biologie moléculaire à ses débuts, en particulier la métaphore informatique du génome. Alors, en fait, derrière cette notion qui, comme vous le savez, est défendue entre autres par le magistère catholique, il y a d'autres types de glissements sémantiques et d'autres malentendus que je voudrais commenter très, très brièvement, parce qu'au fond, et là je reprends, plutôt je m'inscris dans la poursuite de ce qu'Anne Fagot-Largeau a dit il y a un mois, c'est un problème de confusion entre la notion d'individu et d'individualisation d'un côté et la notion de personne. En effet, la notion d'identité personnelle, c'est-à-dire ce que les philosophes appellent l'identité numérique d'une personne, veut que lorsqu'on est une personne particulière, eh bien, on ne peut pas être simultanément ou successivement une autre personne particulière. Et quand on plaque la notion d'individu sur la notion de personne, alors on entre dans toutes sortes de paradoxes assez bizarres, qui ont souvent été commentés dans la littérature bioéthique, mais qui, je crois, ont rarement été vraiment compris. La prochaine diapositive montre l'un de ces paradoxes, qui est celui qui survient lorsqu'il y a des jumeaux monozygotes. Imaginons que le résultat d'une fécondation, ce zygote Z, au bout de quelques jours, se divise et donne deux blastocystes qui vont finir par donner deux personnes, deux jumeaux, que j'appellerais Arthur et Zénon. Alors, bien entendu, Arthur et Zénon sont des personnes distinctes. Personne n'a jamais suggéré que les jumeaux monozygotes n'ont droit qu'à un passeport ou bien à un seul bulletin de vote. Le problème, c'est que ils ne peuvent pas être simultanément la même personne que le zygote, au cas où celui-ci serait une personne également. Et en fait,
Alors, ce paradoxe, on a cherché à l'expliquer en disant, mais c'est très simple. Il y a en réalité deux actes d'engendrement successifs, un premier qui survient à la fécondation et un autre qui survient quelques jours plus tard ou une semaine plus tard lorsque les deux embryons se séparent. Ce que souvent les gens ne voient pas, c'est que cette explication détruit tout le reste du raisonnement, puisqu'il détruit le lien nécessaire qui est censé exister entre la fécondation et l'apparition d'une nouvelle personne. Et tout l'attirail symbolique derrière le génome comme équivalent séculier de l'âme, comme je l'ai écrit une fois, eh bien tout cet attirail symbolique s'écroule nécessairement dans cette explication. En fait, derrière ces problèmes, je crois qu'il y a une distinction qui est pas suffisamment faite, c'est qu'il y a deux façons de parler, au fond, rétrospectivement, de notre propre rapport au premier stade de notre développement. Je pourrais dire je suis nécessairement identique à l'embryon que j'étais, et c'est une affirmation d'identité. Ou bien je pourrais dire je tire nécessairement mon origine d'un embryon particulier, celui dont le développement a conduit à mon existence. Et c'est un énoncé de continuité développementale. Si vous réfléchissez à différentes situations, en particulier celle des jumeaux, c'est un exercice laissé au lecteur, comme je dis souvent dans mes articles, eh bien vous verrez que ces deux énoncés ne sont pas synonymes et qu'en fait seul le second est vrai. Alors j'en reviens maintenant à l'interprétation juridique de ces réflexions immémoriales, et il me semble que dans ce colloque, et c'est un indice d'une évolution plus large, au fond, je trouve que le droit est en train d'assumer peut-être de façon plus nette sa dimension créative. Et le fait que le droit ne peut pas offrir, au fond, des espèces de littéralisme biologique, mais qu'il y a véritablement une construction, d'abord conceptuelle, et ensuite sociale, bien sûr, qui doit avoir un rapport, évidemment, avec ces réalités. Le droit est une fiction, comme quelqu'un l'a dit dans le premier colloque, mais toutes les fictions ne se valent pas. Il y a des fictions qui sont bien meilleures que d'autres. Et c'est là toute la difficulté. Alors, là, je redis des choses qui ont été dites par d'autres, bien plus qualifiées que moi sur ce sujet. Je crois qu'on voit bien que l'embryon n'a pas la personnalité juridique. Du coup, il se retrouve un petit peu plus du côté des choses, mais c'est quand même une chose très spéciale. C'est, au fond, pour paraphraser un des orateurs de la première séance, c'est un lieu de convergence entre des règles et des obligations. Et puis, c'est un objet de respect, mais de respect qui n'est pas dû à l'embryon comme tel, mais qui est dû à ce que un orateur a appelé l'enfant potentiel. Je préfère parler d'enfants éventuellement futurs, parce que parler de potentialité, en fait, ça importe dans la discussion un sac de nœuds philosophique qui est assez inextricable, comme le savent d'ailleurs les philosophes de la biologie. Vous voyez d'ailleurs que ce lieu de convergence de règles et d'obligations, au fond, s'enrichit au fil du développement prénatal. Et là, on retrouve cette vieille idée gradualiste, et que l'intérêt public, en particulier dans la préservation de la vie prénatale, est un intérêt gradué. Le Code pénal suisse, dans ses articles sur l'avortement, dit d'ailleurs, en matière d'avortement tardif, que, au-delà du délai où la femme est seule à décider, la raison médicale qui peut légitimer une interruption de grossesse doit être d'autant plus lourde que la grossesse est avancée. Alors quand on passe de l'embryon au fœtus, au fond, rien ne change fondamentalement. Bon, il y a bien quelque chose qui change, mais c'est plutôt de l'ordre du quantitatif. C'est le poids de ces obligations, de ces intérêts qui augmentent. Mais il est vrai qu'il n'y a pas, à proprement parler, un saut qualitatif ici. Il y a une nouveauté qui a été présentée par Claude Sureau et Pierre Joannet, c'est la médecine fœtale. Du coup, le fœtus devient un patient, ce qui crée, dans ce bouquet d'obligations qui
converge autour de la vie prénatale une responsabilité médicale. Mais là encore, je pense que cette responsabilité médicale, elle n'est pas due au fœtus comme tel, elle est due à la femme qui porte ce fœtus au présent, et puis alors au futur, mais là c'est plus controversé, elle est éventuellement due à l'enfant qui tire son origine du fœtus en question. Prochaine diapositive. Donc vous voyez que, pour conclure sur cette première partie, je pense que le droit est en train d'évoluer de façon assez fondamentale pour s'extirper d'une vision purement naturaliste des phénomènes et assumer, au fond, l'aspect créatif de concepts qui sont la tâche véritablement juridique du droit, qui n'est pas une simple description des phénomènes naturels. Et alors, quand il s'agit d'interroger le statut de l'assistance médicale à la procréation, il me semble qu'il y a aussi deux modèles, ça a été dit par le tout premier orateur de cette série, un modèle thérapeutique, au sens d'ailleurs qui est un petit peu, qu'il faudrait préciser. Au fond, l'assistance médicale à la procréation est un traitement palliatif, pourrait-on dire, de l'infertilité. Et puis un modèle que j'appelle transhumaniste, qui serait que l'AMP est un appui technologique à des modalités procréatrices, qui peuvent être traditionnelles ou pas. La question est différente. Alors pourquoi transhumaniste? Vous savez peut-être que le transhumanisme, c'est un petit peu la pointe extrême et militante d'un mouvement que j'appellerais techno-enthousiaste, qui assumerait pleinement, disons, cette idée que la nature humaine, au fond, est un work in progress qu'il appartiendrait aux biotechnologies de changer et d'améliorer, et que, du coup, les limitations biologiques que la procréation rencontre pourraient être considérées comme autant d'obstacles à surmonter, à la fois par la technologie et par des arrangements sociaux alternatifs. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de défendre le transhumanisme militant, si je puis dire, mais le fait que je réutilise ce terme, c'est simplement pour indiquer que, sous des formes plus modérées et plus souterraines peut-être, ce détachement par rapport à une normativité naturelle est profondément à l'œuvre dans de nombreuses biotechnologies qui ne sont de loin pas limitées, bien sûr, à l'AMP. Alors, ce modèle alternatif est souvent vu et critiqué sous l'angle économique purement. On parle de business procréatique, c'est la marchandisation sans frein. En effet, je crois que c'est un risque réel, mais je pense que ce serait assez réducteur de voir cette évolution uniquement sous cet angle-là. Et surtout de surfer, au fond, sur la désapprobation morale que cette marchandisation suscite pour condamner d'emblée l'ensemble de ces processus. Je pense que dans nos cultures latines, par exemple, et je m'excuse d'être peut-être un peu provocateur, mais il y a une façon de parler du méchant libéralisme utilitariste anglo-saxon, avec des traits d'union entre chaque mot, qui est un peu un croque-mitaine bioéthique un peu commode. Alors, en fait, je crois que fondamentalement, il faut prendre vraiment au sérieux, peut-être avec plus de sérénité, cette artificialisation des biotechnologies, des anthropotechniques, comme les appelle Sloterdijk, et voir qu'en effet, la place de la médecine de l'enhancement, comme on dit en anglais, j'ai essayé de traduire ça par médecine préternaturelle, une médecine qui va au-delà des objectifs de la restauration du naturel, eh bien ceci, c'est la réalité qu'il nous faut penser et qu'il nous faut essayer de réglementer. Alors c'est vrai qu'en face, prochaine diapositive, le modèle thérapeutique, il est très séducteur, et il est très je dirais facile à expliquer et facile à comprendre, parce qu'il a une grande cohérence interne, du moins au premier chef. Dans ce modèle, l'infertilité, involontaire et subie, c'est une vraie maladie, entre guillemets quand même, mais en tout cas, c'est une maladie dans la mesure où elle appelle une réponse compassionnelle qui, dans l'état social, implique une prise en charge solidaire.
Parce que dans un État social, il y a un droit à la santé, comme on dit, qui est un droit à être soigné ou à recevoir des soins pour des maladies avérées, et ceci au nom de la justice et pas uniquement de la charité. Et du coup, le financement de l'AMP est en principe et dans certaines limites à la charge de la solidarité sociale. Ce modèle, je crois que la législation, le droit positif français le concrétise de façon assez cohérente. Le droit suisse fait une espèce de génuflexion devant ce modèle, mais en fait ne le concrétise pas du tout, comme j'y ferai très brièvement allusion. Alors, la seconde source, au fond, de séduction de ce modèle, c'est qu'il est accueillant à ce que le philosophe français Ruvennogien appelle des philosophies maximalistes, au fond des philosophies du droit qui jugent légitime que le droit, au fond, se mette au service de ce que Hart, il y a 40 ans, disons, appelait déjà la morale positive, la morale du sens commun. Et du coup, la législation sur l'AMP est censée être habilitée à promouvoir un modèle familial et de parentalité traditionnelle. Alors, ce modèle thérapeutique, il a quand même des problèmes. D'abord, il est quand même assez difficile à défendre de façon tout à fait cohérente. En Suisse, ce modèle est dominant. Il inspire une législation qui est encore plus restrictive que la législation française, puisque cette législation interdit le don d'ovocytes, interdit la congélation des embryons pour un second cycle de traitement, oblige donc à réimplanter tous les embryons, ce qui est évidemment une absurdité médicale. Et il a cette autre norme qui est d'une essence assez différente, qui est de mettre hors la loi l'anonymat du donneur. Mais en même temps, en Suisse, il n'y a aucune prise en charge de l'AMP par le régime général de l'assurance maladie. Donc, on ne va pas au bout des conséquences en termes d'état social et de justice sociale. En même temps, prochaine diapositive, on voit bien que le modèle thérapeutique, il est au fond assez difficile à défendre, surtout sur le plan législatif. Et d'ailleurs, les esprits les plus conservateurs sur ces questions l'ont tout de suite compris, que dès l'instant où on légifère, même de façon très limitative, on légitime la petite part de liberté qu'on a laissée. Et on voit bien, en Suisse en tout cas, à quel point cet espace thérapeutique très restreint qui a été laissé au fond à regret, parce qu'on ne pouvait pas carrément interdire purement et simplement la totalité de ces procédures. Alors, prochaine diapositive, le modèle alternatif voit l'AMP essentiellement comme une assistance médicale à des modalités procréatrices dont l'horizon de transformation biologique et sociale est ouvert. Il n'est pas borné a priori. La procréation n'est plus cadrée par des universaux biologiques et sociaux intouchables. L'exemple, ça serait le couple homosexuel. On pourrait dire qu'il est infertile, entre guillemets, mais le fait que le corps social décide oui ou non qu'il a accès à ces méthodes ne dépend pas de ce qui est, au fond, un pseudo-diagnostic. Dans ce modèle, il n'y a pas de supériorité morale assignée à des palliations de l'infertilité qui médicalisent le problème et collent, disons, étroitement à la biologie, comme la fécondation in vitro, par rapport à des arrangements qui contournent le problème d'un peu plus loin, comme la gestation pour autrui. Et bien sûr, le problème de ce modèle, c'est qu'il n'y a plus de réponse automatique à la question de justice. Pour chacune de ces situations humaines, le corps social est obligé de revenir à des principes premiers et à réfléchir sur les droits-créances fondamentaux qui ont cours par rapport à la santé, mais la santé dans un sens qui est de plus en plus négociable en définitive. Alors, je crois qu'il y a une tendance très nette à la libéralisation dans beaucoup de pays européens. Je me permets d'évoquer dans les dernières minutes le cas suisse, qui est assez étrange en fait, parce que du fait des votations populaires, du fait que les citoyens suisses votent sur ces questions et ont voté
à de nombreuses reprises sur des questions similaires au cours des 2 dernières décennies, eh bien, l'évolution se fait parfois de façon très spectaculaire. En 92, le peuple suisse adopte cet article constitutionnel très restrictif que j'évoquais tout à l'heure, qui entre dans la Constitution avec la légitimité supplémentaire d'être entériné par un vote populaire. En 98, le Parlement vote une législation d'application qui, si ça se trouve, est encore plus restrictive. Et puis en 2004, eh bien, les esprits ont changé d'opinion. Une loi est votée au Parlement et puis ensuite fait l'objet d'un référendum populaire qui autorise la dérivation de cellules souches à partir d'embryons surnuméraires qui sont censés ne pas exister au vu des lois précédemment adoptées. Vous voyez que la législation, c'est comme un paquebot auquel on fait changer de cap. Ça ne va pas instantanément, et entre deux, il y a des situations assez perplexifiantes à gérer. Alors, ma conclusion sera celle-ci, et c'est une conclusion alors purement personnelle. Au fond, dans ce débat entre dignité humaine et principe d'autonomie que Madame Camby évoquait ce matin, j'avoue que je suis un défenseur assez intransigeant en fait de l'autonomie personnelle. Je pense que la tâche du législateur, c'est d'identifier, et seulement si c'est nécessaire, de réglementer les pratiques en respectant les libertés personnelles et en donnant une priorité à ce que John Stuart Mill et Ruvenogian, après lui, appellent le principe de non-nuisance, c'est-à-dire le fait de s'opposer à des dommages indiscutablement personnels des pratiques, et plutôt que des dommages, disons, virtuels ou idéologiques. Et finalement, dernière diapositive, je crois que, si vous me permettez ce petit sarcasme, il faudrait au fond décanter les problèmes et éviter le recours trop systématique et inflationniste à la dignité, surtout quand la dignité devient au fond un principe qui est opposable à la liberté des individus. Réfréner peut-être les interprétations trop larges du principe de non-nuisance, comme par exemple des interprétations élastiques de l'atteinte à la famille, aux intérêts de l'enfant, et puis réfréner peut-être la tendance du droit à promouvoir la morale dite du sens commun, qui est de toute façon une notion que je crois de plus en plus problématique. Je vous remercie.